Mesdames et messieurs, bienvenue dans le premier congrès africain et troisième national des techniciens de laboratoire du Maroc. سيداتي وسادتي، مرحباً بكم في النسخة الأولى للمؤتمر الإفريقي والثالثة وطنياً لتقنيي المختبر بالمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. Donc مرحبا بالحضور الكريم, soyez les bienvenus parmi nous. Donc je vous informe qu'il y aura une inauguration officielle juste après la première session. Donc on va plus tarder parce que quand même on a eu un petit moment de retard. Donc là on va céder la parole à notre modérateur, professeur Al-Omari. C'est à vous la parole et merci pour votre présence. Merci beaucoup, cher Mahmoud, pour cette présentation. Donc, sans plus tarder, on va commencer le premier congrès africain et troisième national des techniciens de laboratoire au Maroc, qui est organisé par l'ANTLM. Donc, la première session, elle est intitulée « Les avantages et les défis de l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein des laboratoires d'analyse médicale ». Donc, la première présentation, elle a comme intitulé « Intelligence artificielle, IA et les laboratoires d'analyse médicale, état des lieux », un sujet qui sera présenté par professeur Mansouri Khalifa, professeur à l'I3S, à l'Institut supérieur des sciences de santé de l'Université Hassan Ier de Stade. À vous la parole, monsieur. Vous avez 20 minutes. Merci de respecter le temps. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour, chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais remercier chers collègues de notre famille ANTLM et à l'occasion de cet événement. Alors j'aimerais rendre hommage avant de commencer à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Alors ma présentation est composée de deux parties. Alors la première c'est l'intelligence artificielle et la deuxième partie c'est l'effet ou l'influence de l'intelligence artificielle sur les laboratoires d'analyse médicale. Alors pour commencer, avant de donner une définition de l'intelligence artificielle, alors on va parler de la valeur de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle possède trois valeurs. La première, c'est une valeur faible. Alors c'est l'intelligence artificielle faible ou l'apprentissage artificiel. Alors dans ce niveau, en général, la machine, il apprend. Donc il apprend des connaissances en utilisant des outils statistiques et aussi des réseaux de neurones. Alors si la valeur de l'intelligence artificielle est moyenne, alors là c'est l'intelligence artificielle conventionnelle, c'est l'intelligence artificielle qu'on va discuter. Si l'intelligence artificielle a une très très grande valeur, alors là c'est l'intelligence artificielle forte, c'est la conscience artificielle. Alors tout simplement la conscience artificielle c'est l'exécution des algorithmes de l'intelligence artificielle conventionnelle sur des machines quantiques. D'accord? Alors IBM et Google développent des algorithmes, des ordinateurs quantiques. Alors le jour où ces algorithmes qu'on a aujourd'hui vont être exécutés sur ces machines quantiques, on aura des machines qui sont plus intelligentes que l'humain, des machines qui possèdent des connaissances plus élevées que l'humain. D'accord? Donc nous, les humains, on va pas pouvoir connaître comment la machine va décider. D'accord? Alors maintenant, après la valeur de l'intelligence artificielle, on va donner une définition. Alors c'est quoi l'intelligence artificielle? Tout simplement, c'est une technologie. C'est une technologie qui permet de reproduire des comportements et des habilités considérées conventionnellement de l'intelligence. Ça, c'est la première. C'est une technologie. La deuxième définition, alors c'est une théorie. C'est un développement de systèmes, de machines qui sont capables de faire des tâches que l'humain, en général, sont exécutées par
exécutée par l'intelligence humaine. Voilà, donc c'est la définition de l'intelligence artificielle. On a deux définitions. C'est une technologie ou c'est une discipline. Une technologie qui reproduit les comportements de l'humain, une discipline qui développe des machines qui réalisent des tâches réalisées par l'intelligence humaine. Alors donc, pour avoir l'intelligence, qu'est-ce qu'on a besoin? Tout simplement de la connaissance. D'accord? Pour être intelligent, il faut avoir de la connaissance. Alors la machine, elle a deux possibilités pour avoir les connaissances. Deux méthodes. D'accord? La première méthode, voilà, donc la première méthode, c'est que la machine va acquérir des connaissances de l'humain. Donc c'est l'humain qui va donner ses connaissances à la machine. La deuxième méthode, c'est que la machine va acquérir des connaissances à partir des données. D'accord? Donc pour la première méthode, pour que la machine puisse acquérir des connaissances à partir de l'humain, cette machine doit avoir une structure. Donc cette structure, voilà c'est ce que vous avez ici. Alors, ce que vous avez ici, vous avez trois composants. Donc la machine doit avoir trois composants. Une base de connaissances, une base de règles et un moteur d'interférence. Alors donc l'humain, l'expert, va mettre ses connaissances dans une base de connaissances. Après donc un utilisateur, s'il a besoin de ces connaissances, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interroger la machine à travers une interface homme-machine. Le moteur d'inférence va balayer donc la base d'inférence en fonction de la base de connaissances et la machine va donner des réponses plus correctes qui ressemblent à l'humain. D'accord? Donc c'est la première méthode d'apprentissage de la machine. Donc c'est l'homme qui va donner les connaissances à la machine. Aussi donc cette technique appelée l'IA symbolique. Alors la deuxième méthode, alors là la machine va apprendre, mais ce n'est pas l'humain qui va donner les connaissances. La machine va acquérir ses connaissances à partir des données. En général, il a trois possibilités. Alors, si on a des données, un peu de données, et ces données sont étiquetées, la machine va chercher les informations en utilisant deux méthodes, soit la régression, soit la classification. Ce sont des outils statistiques. Il va apprendre en utilisant les statistiques. Cette méthode est appelée donc apprentissage supervisé. Alors si la machine, si on a beaucoup de données, ces données ne sont pas étiquetées, alors la machine va chercher les connaissances en utilisant la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des regroupements, recherche des composantes principales, réduction de la dimensionnalité des données, auto-organisation. Aussi, ce sont des méthodes statistiques. Et cette méthode d'apprentissage est appelée apprentissage non supervisé. C'est toujours l'apprentissage. La machine va apprendre à partir des données. La troisième méthode, on n'a pas de données. La machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va apprendre à partir de l'environnement. D'accord? Donc, en fonction de l'interaction de la machine avec l'environnement, elle va apprendre de nouvelles connaissances. Alors, donc ce qu'on appelle donc cette technique basique ou l'apprentissage de la machine à partir des outils et des techniques statistiques, c'est la version basique du machine learning. D'accord? Du machine learning, donc c'est la version basique. On a une autre version qui est un peu développée. D'accord? On a beaucoup de données. On n'a pas comme l'apprentissage basique par rapport le supervisé. On a une quantité, mais en général, elle est gérable. Lorsque je parle de beaucoup de données qui ne sont pas gérables, alors la machine ne va pas apprendre. D'accord? Donc, il va se baser sur une très grande base de données. Là, on va dire que la machine, il va penser. La machine, il va penser comme un cerveau humain qui utilise des réseaux de neurones. Donc, on a dans la deuxième technique, basée sur la recherche des connaissances à partir des données, on a deux. On a une version basique, la machine va apprendre en utilisant des outils statistiques. Et la deuxième méthode, un peu développée, donc c'est appelée deep learning. D'accord? Donc la deuxième méthode, c'est elle qu'on va utiliser par la suite. Elle est basée sur les réseaux de neurones.
Alors, c'est quoi un réseau de neurones? Rapidement, ici, vous avez donc un réseau de neurones. C'est un ensemble de neurones. Chaque neurone réalise un traitement élémentaire. La structure ou l'interconnexion entre les neurones donne la fonctionnalité de ce réseau. Alors, par exemple, ici, en général, tout réseau de neurones composé de 3 parties. La partie d'entrée, la partie de sortie, la partie de sortie et la partie cachée. Alors, pour la partie d'entrée, il va recevoir de l'information. La partie cachée, par exemple, ici pour la première couche, qu'est-ce qu'il va traiter? Il va traiter les traits dans l'image. La deuxième couche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traiter les combinaisons entre les traits. La troisième couche, il va générer un modèle de l'image donnée à l'entrée. Alors, à la sortie, qu'est-ce qu'on va récupérer? Par exemple, une image débruitée, recherche d'une lésion. Donc voilà, donc c'est cette technologie, donc il permet d'avoir des résultats pertinents, efficaces et aussi basés sur un très grand nombre de connaissances. Alors donc ici j'ai parlé de quoi? De l'apprentissage artificiel. Mais est-ce que la machine avoir les capacités d'apprendre, soit en utilisant des outils statistiques ou les réseaux de neurones, est-ce qu'elle ressemble à l'humain? Non. Qu'est-ce qu'il a besoin pour ressembler à l'humain? Il doit écouter, doit avoir la capacité d'écouter et de parler. D'accord? C'est la deuxième composante qu'on a ici, c'est les algorithmes de traitement de langage. D'accord? Donc ces algorithmes en général sont très très simples. Donc on a la première partie, c'est l'analyse lexicale, syntaxique et sémantique. En fonction d'une base de connaissances, le programme va nous générer par exemple la traduction ou un texte corrigé. Alors voilà, j'ai présenté maintenant 2 choses. J'ai présenté donc la machine, l'apprentissage de artificiel, et j'ai présenté les programmes de traitement de langage. Est-ce que jusqu'à ici on a l'intelligence artificielle? Alors avant 2017, on n'avait pas l'intelligence artificielle. On n'avait pas la partie verte. D'accord? Les machines, soit ils possèdent des capacités d'apprentissage, soit ils possèdent des capacités de traitement de langage. Mais les deux en même temps, ce n'était pas possible. Après 2017, il y avait la publication d'un travail qui traite l'attention humaine et les principes de contextualisation des mots. Alors après 2017, il y avait donc l'intelligence artificielle conventionnelle, d'accord? L'intelligence artificielle qu'on va étudier ou qu'on va utiliser comme technologie interactive et qui va bouleverser donc plusieurs secteurs. Alors la base de cette intersection, c'est le développement dans le travail qui a été développé après 2017. La base, c'était une structure, une architecture appelée Transformer. Donc cette structure, c'est la combinaison de 2 techniques. Alors les réseaux de neurones, c'est pour l'apprentissage approfondi, et des encodeurs et des décodeurs pour la partie de traitement de langage. Donc en utilisant cette structure, la machine, il peut apprendre, il peut penser, il peut écouter et il peut parler. D'accord? C'est l'intelligence artificielle. Alors donc on a maintenant cette technologie, on peut lui donner donc des données d'internet, de Wikipédia, des codes, des réseaux sociaux. La machine, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va nous donner des propositions de médicaments, des décisions cliniques, va nous générer des données synthétiques. Donc aujourd'hui même on a des produits dans le marché donc que je pense que vous utilisez déjà. On a ChatGPT, Gemini, Copilot. Donc ce sont des outils basés sur cette structure, cette architecture des transformers. D'accord? Alors la question maintenant qui se pose, comment l'intelligence artificielle va influencer les laboratoires d'analyse médicale? Alors je vais vous donner la réponse. Alors la réponse c'est qu'on va suivre une évolution. D'accord? La première, on va introduire cette technologie d'intelligence artificielle. La deuxième chose, c'est que c'est un résultat. Après l'introduction, il y aura une surdimensionnalité des attentes. Il y aura beaucoup d'attentes de cette technologie.
Après un certain temps, donc c'est comme si l'idéal devient un obstacle du normal. Donc après un certain temps, il y aura des réductions de ces attentes. Après, on a la pente de consolidation et après, on aura l'utilisation courante de l'intelligence artificielle dans les laboratoires d'analyse médicale. Alors, comme état de lieu, ce que je vais ici présenter, c'est par rapport à l'international. Alors, la Fédération européenne des laboratoires d'analyse médicale, dans sa publication du 24 octobre 2024, donc c'est très très récent, d'accord? Donc l'état de lieu aujourd'hui en Europe, donc on a juste 25,6%. Alors, on a 25,6% des laboratoires en Europe qui sont impliqués dans des projets de l'IA. D'accord? Alors, ce que je vais présenter maintenant, c'est l'étude qui a été réalisée par la Fédération européenne des laboratoires d'analyse médicale. C'est un bon exemple qui va nous illustrer comment cette technologie va changer les laboratoires d'analyse médicale. Alors, c'est la méthodologie de l'enquête. Alors, on a 4 étapes. La première, c'était la conception de l'enquête. Donc, elle a été basée sur 6 axes. Donc, le premier axe, c'était donc des informations générales sur les laboratoires. Le deuxième axe, c'est l'adéquation des équipements numériques. Le troisième axe, accès aux données de santé. Le quatrième axe, gestion et analyse des données de laboratoire. Après, donc, avancer en intelligence artificielle. Et le dernier axe, c'était donc des propositions de la Fédération européenne sur l'intelligence artificielle, ce qu'il faut faire pour développer cette technologie en Europe. Et bien sûr, ça va être la même chose dans le monde tout entier. Alors, la deuxième partie de l'enquête, c'est la distribution. D'accord? La distribution de l'enquête. Donc, l'envoi a été réalisé via des listes de diffusion de la Fédération européenne. La troisième étape, donc, c'était la collecte. Donc, les premières, la collecte des données. Donc, en premier lieu, donc, il y avait 426 réponses initiales reçues. Et la dernière partie, donc, dans les 426 réponses, nous avons retenu juste les 195 réponses, donc ils sont valables pour poursuivre l'étude. Alors pour le premier axe, alors les laboratoires qui ont répondu, 81,5% des laboratoires, ils ont un âge entre 30 ans et 60 ans. Alors les types d'organisation, donc presque tout type d'organisation. Et pour le volume de tests annuel, donc les laboratoires qui réalisent, donc on a 56,9% laboratoires qui réalisent entre 500 000 et 5 millions de tests annuels. Donc ce sont ces laboratoires qui ont répondu dans cette étude. Alors là, c'est l'environnement, d'accord? Pourquoi l'intelligence artificielle n'a pas marché en Europe? Parmi donc les problèmes, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, pour le réseau Wi-Fi, un quart des laboratoires n'ont pas de réseau Wi-Fi disponible. Alors, presque la moitié des laboratoires en Europe ont une connexion lente ou moyenne. Alors, les restrictions logicielles. Alors là, c'est pire. Alors, on a 84,7% ont des restrictions importantes sur l'utilisation de logiciels tierces. D'accord? Ils utilisent juste des logiciels qui sont internes au laboratoire. Donc, l'IA, il a besoin des données pour apprendre. Alors là, on a juste... on a une grande quantité, un grand nombre de laboratoires qui n'ont pas accès donc aux informations. Donc la satisfaction générale, donc la majorité évalue la qualité de leur connexion Internet, les logiciels et le matériel entre 4 et 5 sur une échelle de 6. Alors ça, c'est pour l'adéquation de l'équipement numérique. En général, c'est moyen.
Alors, accès aux données de santé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 50%. Donc, on a la moitié n'ont pas accès, on a 50% n'ont accès qu'aux données de leur propre système d'information du laboratoire. Et dans ces 50%, on a 33% n'ont pas accès aux données en dehors de leur système d'information. Et on a 17% doivent demander de la permission pour accéder aux données. Voilà, donc ça concerne l'accès aux données de santé. Alors maintenant pour la gestion et analyse des données de laboratoire. Alors là, c'est aussi, on a un autre problème, c'est que on a 42% des laboratoires en Europe, ils utilisent des fichiers Excel pour l'analyse des données ou des logiciels qui sont très très basiques. Alors, c'est vrai qu'on a 15% qui sont satisfaits, jugent la vitesse et le volume d'extraction des données adéquats, et on a aussi 24% des laboratoires. Alors même 24%, c'est encore peu, d'accord, c'est pas beaucoup. Alors ont accès à des logiciels de sciences de données plus avancés comme R ou Python. Alors maintenant pour l'intelligence artificielle. Alors 50% n'ont aucun personnel avec des compétences en traitement d'information. La moitié des laboratoires n'ont aucun personnel avec des compétences en traitement d'information. On a 11% des laboratoires ont des ingénieurs ou scientifiques en informatique. D'accord, on a le traitement d'information et l'informatique. Alors 60% évaluent leurs connaissances comme très faibles ou inexistantes par rapport à l'intelligence artificielle. Et on a donc le résultat que j'ai annoncé tout à l'heure. Donc on a 25,6% des laboratoires en Europe qui ont des projets en intelligence artificielle. D'accord. Donc au démarrage, tout le monde est motivé, intéressé, mais après une période, on a juste 25% qui sont intéressés à s'impliquer, à investir dans ce projet. Alors les perspectives. Alors l'enquête donc a révélé un fort intérêt pour l'intelligence artificielle. Donc les professionnels des laboratoires sont très intéressés par cette technologie d'intelligence artificielle. Donc environ 80% des laboratoires pensent que l'IA sera le plus impliqué dans les domaines de l'hématologie et de la biochimie clinique. Alors 89% ont exprimé leur intérêt à participer à des cours sur l'IA, avec une préférence pour une formation de niveau intermédiaire. D'accord. Donc en général, l'étude, il a eu donc un petit problème, c'est que dans les 425, juste les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par l'IA qui ont répondu. D'accord. Donc dans le reste, c'est encore pire. Donc la majorité ne sont pas encore avertis pour l'importance de cette technologie dans les laboratoires d'analyse médicale. Alors comme conclusion, alors l'enquête donc a mis en lumière des défis importants pour l'adoption de l'intelligence artificielle dans les laboratoires biologiques, et notamment en termes d'infrastructures numériques. Donc pour avoir de l'intelligence, tout d'abord il faut avoir des infrastructures numériques. Alors ici, vous avez vu que presque un quart n'ont pas le réseau Wi-Fi. La moitié ont de faibles connexions instables. D'accord? Ça, c'est en Europe. Je ne parle pas de l'Afrique. Alors, d'accès aux données. Donc, cependant, elle a également révélé un fort intérêt pour l'IA parmi les professionnels de laboratoire. Alors, pour répondre à ces défis, donc des investissements stratégiques dans les programmes éducatifs et des améliorations d'infrastructures sont nécessaires. D'accord? Il faut investir dans la formation. Donc la formation, c'est la clé. Donc pour le démarrage, pour réussir à introduire l'intelligence artificielle dans les laboratoires, tout d'abord, donc les organismes doivent investir dans la formation. Donc le groupe de travail de la Fédération européenne
donc prévoit de développer et de mettre à disposition des supports de formation en ligne pour répondre à cette demande croissante d'éducation en IA dans le domaine de la médecine de laboratoire. D'accord. Donc l'élément clé maintenant pour réussir donc l'intégration de l'intelligence, c'est la formation des acteurs et des professionnels du laboratoire dans cette technologie, dans les principes, soit statistiques, soit de programmation. Il faut investir sur la formation. Et voilà, donc merci pour votre attention.